Salut à toutes et tous, merci de suivre ces vidéos. Voici la troisième vidéo de formation pour les patients donc atteints de choléra ou plutôt suspects de choléra à Mayotte. Cette vidéo vise à vous introduire les diagnostics différentiels. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Petit point épidémiologique à l'heure où j'enregistre la vidéo. Il y a 3 semaines, un mois environ, on a eu un pic épidémique de choléra, notamment dans le quartier de Doujani, un petit peu donc en périphérie de Mamoudzou, avec beaucoup de patients hospitalisés dans l'unité choléra. Puis finalement, ce pic est retombé. Et depuis le 12 juillet, nous n'avons plus de cas de choléra à Mayotte. Si bien que nous orientons maintenant l'unité vers la prise en charge de tous les patients atteints de troubles digestifs aigus, vomissements ou diarrhée, et que à la place du choléra, vous allez retrouver d'autres diagnostics qu'il convient de savoir envisager. Donc je ne vous refais pas le topo, hein, vous connaissez l'endroit, les patients vont être triés dans le cadre de vomissements et ou de diarrhée sous la tente. On a toujours 8 lits dans l'ancienne UHCD pédiatrique dédiée à la prise en charge du choléra et 6 lits maintenant dans l'ancienne UHCD adulte dédiée à la prise en charge des autres pathologies, notamment des gastro-entérites bactériennes, parasitaires ou éventuellement d'autres diagnostics différentiels dont je vais vous présenter des cas cliniques dans cette vidéo. Donc pour les cas de choléra sévère et de formes de déshydratation extrêmement sévères, voire fulminantes parfois, je vous réfère aux vidéos précédentes. Là, on va s'attarder sur les diagnostics différentiels que vous pourrez avoir sous la tente. Donc ça peut être des diagnostics différentiels dans le cadre de pathologies graves, et donc il ne faut pas passer à travers, notamment dans le cadre d'infections bactériennes ou parasitaires sévères, ce qu'on appelle le sepsis ou le choc septique. Il y a d'autres pathologies un petit peu plus exotiques, tropicales, qu'on peut retrouver donc, à Mayotte, notamment donc, du paludisme. On en discutera très rapidement, de la leptospirose, des arboviroses comme la dengue, ou éventuellement une maladie bactérienne qu'on appelle la fièvre typhoïde. On a aussi des diagnostics différentiels moins graves, comme de la pathologie infectieuse bénigne ou des gastro-entérites aiguës, bactériennes, virales, parasitaires. Donc attention, ces gastro-entérites peuvent aussi être responsables de déshydratation, parfois sévère, mais en tout cas souvent moins fulminante que ne l'est le choléra. Un petit mot très rapide sur le paludisme en me référant à ce bulletin de Santé publique France qui est extrêmement bien fait en 2023, que vous pouvez retrouver sur leur site. Donc on a de moins en moins de cas de palud à Mayotte, et lorsqu'on a des cas de palud, c'est essentiellement du paludisme importé, et notamment importé des Comores. Plus de 50% des palus d'importation à Mayotte sont des cas de palud en provenance des Comores ou éventuellement d'Afrique continentale. Et parmi les paludismes que vous allez rencontrer, essentiellement à Plasmodium falciparum, hein, on va dire les cas hospitalisés correspondent à moins de 50% des cas, et parmi eux, une petite dizaine de pourcentages va finir en réanimation. Donc ne passez pas à travers. Si vous avez des patients, notamment des patients qui reviennent des Comores ou qui ont voyagé, pensez à leur demander donc, justement un frottis sanguin goutte épaisse et des tests de diagnostic plus rapides. À Mayotte, c'est souvent la PCR qui est réalisée au laboratoire pour justement mettre en route un traitement rapide si tel était le cas. Alors, cas clinique, premier, c'est celui d'une petite fille de 8 mois qui pèse 7 kilos. Alors là, souvent, c'est d'emblée la panique. Ne paniquez pas. Les enfants, c'est pas si difficile que ça à prendre en charge. Donc, vous vous référez à vos abacs classiques. Vous pouvez avoir aussi des applications sur les téléphones portables pour voir ce qui est normal chez ces enfants. Donc déjà, vous allez regarder un petit peu comment ils sont et on voit vite quand un enfant ne va pas bien. Et ensuite, pour ce qui est des constantes vitales, vous voyez qu'elle a 8 mois. Donc vous avez la fréquence cardiaque normale qui se situe entre 90 et 180. 180, c'est déjà un peu beaucoup hein, quand même. La tension artérielle systolique qui doit être normalement supérieure à 70. Et la fréquence respiratoire qui doit être inférieure à 50, mais là aussi 50 c'est déjà pas mal. Et ensuite vous avez également le tableau donc, dans les protocoles que je vous ai envoyés pour évaluer le score de Glasgow, mais là aussi en général quand on a l'habitude, on peut faire une évaluation neurologique de coup d'œil et ça suffit largement. Donc cette petite, elle a déjà consulté en fait en dispensaire il y a 3 jours où lui a été diagnostiquée une otite moyenne aiguë qui a été mise sous Amox, elle n'a pas voyagé. Et elle a, depuis la veille au soir, une diarrhée qui est apparue avec des vomissements, sans fièvre, sans présence de sang dans les selles. Donc ça, c'est très important de demander. Hein. Bien évidemment, on va différencier le syndrome cholériforme lorsqu'on a des diarrhées avec une diarrhée eau de riz, du syndrome dysentérique où il peut y avoir des glaires et du sang et qui va orienter vers d'autres diagnostics. Quand elle arrive, elle fait 6 kg. Donc déjà, vous avez une perte de poids de 14%. Donc en général, en dispensaire, hein, ils notent le poids lors de la consultation. Donc il y a 3 jours, vous allez pouvoir savoir quel poids elle pesait. Donc là, elle a perdu quand même 14% de son poids corporel, ce qui est important. Elle a une fébricule qui traîne et vous voyez les constantes vitales.
Donc lorsque vous vous référez aux ABAC, les constantes vitales ne sont pas altérées de manière majeure, mais on voit qu'elles sont peut-être pas complètement normales non plus. Elle est somnolente et elle pleure facilement à la mobilisation, ce qui chez l'enfant est plutôt bon signe. Vous évaluez quand même un score de Glasgow à 12. Le pouls est bien frappé, mais les yeux sont cernés avec un pli cutané modéré. Donc vous avez une déshydratation qui est au moins modérée à sévère, hein, et lorsque vous voyez la perte de poids, vous pouvez dire qu'elle est sévère, avec un abdomen qui est non chirurgical lorsque vous mettez la main dessus. Et il y a un épisode de diarrhée pendant votre examen qui vous permettra de faire donc un trot de choléra et un prélèvement de sel. Je vous laisse d'emblée réfléchir sur votre bilan diagnostique et votre prise en charge éventuelle. Donc là, on est bien d'accord, hein, lorsque vous vous référez à votre examen clinique, la déshydratation, elle est au moins modérée et il y a même des signes de sévérité. Donc la petite a perdu plus de 10% de son poids corporel. Elle est quand même si elle reste dans les normes, elle est quand même au niveau des normes sup, elle est quand même polypnéique. À 50 par minute, ça commence à faire beaucoup. Et vous voyez que sa vigilance est altérée, hein, elle n'a pas un score de Glasgow qui est normal, ce qui la classe dans un grade A, si on se réfère donc aux signes de gravité et du choléra et des gastro-entérites aiguës. Donc vous verrez, il y a les deux protocoles et les signes de sévérité sont exactement les mêmes pour ne pas vous perdre. Donc face à ces signes de sévérité, vous allez vous dire bien évidemment, il faut qu'un médecin évalue le patient, ça c'est évident, et appeler le réanimateur. Mais est-ce que vous appelez le réanimateur tout de suite ou est-ce que vous vous laissez le temps d'un traitement et d'un bilan diagnostique? Je vous laisse là aussi réfléchir quelques secondes. Donc s'il vous plaît, hein, le patient n'est pas mourant à la seconde, donc vous allez au moins faire un petit bilan des examens complémentaires avant d'appeler le réa. Ça vous permettra déjà d'avoir vous des diagnostics faciles avec des traitements immédiats à pouvoir administrer. Puis voilà, au moins on fera le point avec l'ensemble des résultats des examens. Donc la glycémie capillaire, vous allez la prendre de manière systématique. Là, elle est normale, avec une cétonémie qui est également négative, inférieure à 0,5. Il n'y a pas d'acidocétose, pas d'hypoglycémie. Donc ça, c'est très important d'avoir cette réponse. Le réanimateur, si vous l'appelez, il va vous le demander et il vous demandera de le rappeler avec ce résultat. Ensuite, vous allez mettre en place donc une voie veineuse périphérique avec réalisation d'un premier bilan et notamment de gaz du sang veineux pour aller rechercher d'autres signes de sévérité. Et vous allez demander aussi un trot de choléra avec une PCR multiplex dans les selles. Quand vous aurez posé la première voie veineuse périphérique, devant les signes de sévérité, il y a un remplissage vasculaire ou expansion volémique qui sera mis en route. Là aussi, pareil, hein, choléra, gastro-entérite aiguë ou autre cause, vous ne prenez pas la tête, c'est du ringeur lactate qu'on mettra en place. 20 ml kg, puisqu'on est face à un nourrisson, sur 20 minutes. Vous pouvez éventuellement faire 30 ml kg, ce n'est pas une erreur majeure. Donc chez cet enfant, ça correspond à 140 ml administrés donc, en débit libre sur 20 minutes. Est-ce que vous mettez du SRO? Est-ce que vous donnez du SRO à l'enfant? Point d'interrogation. Est-ce que vous mettez en place une antibiothérapie probabiliste dès ce stade-là? Je vous laisse 3 secondes. Le SRO, c'est systématique. D'accord? Il faut systématiquement en donner, systématiquement essayer d'en donner, quel que soit le stade de sévérité. Et d'ailleurs, le fait que l'enfant ne puisse pas en prendre est un signe de sévérité en soi. Et l'antibiothérapie probabiliste, à ce stade-là, on est plutôt face à... si c'est du choléra, mais plutôt face à une gastro-entérite. Il n'y a pas d'urgence à la minute à mettre en place une antibiothérapie. On n'a pas l'impression d'être face à un sepsis. Éventuellement, on pourra en rediscuter, notamment si on a d'autres signes de sévérité. Alors si vous n'arrivez pas ou l'infirmière n'arrive pas à poser une voie veineuse périphérique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met en place là d'emblée un cathéter intra-osseux? C'est souvent une question qu'on a. Parfois on a des demandes un petit peu express de pose de cathéter intra-osseux. Qu'est-ce que vous faites? Alors il faut quand même demander de l'aide et demander de l'aide aux collègues, notamment chez les patients comme ça qui arrivent, qui ont certes des signes de sévérité, mais vous voyez très bien qu'on n'est pas non plus à 3 minutes. Hein. Donc on va demander aux collègues des urgences, du SAMU-SMUR et de la réanimation si on ne peut pas avoir d'autres tentatives pour poser une voie veineuse périphérique. Donc là, dans 80% des cas, en général, on va y arriver. Si on n'y arrive pas et qu'il y a un nouvel échec, on a deux situations, à mon sens, possibles. Le premier, si on a des signes de sévérité comme chez notre patiente, et dans ce cadre-là, le cathéter intra-osseux doit être privilégié. Donc à ce moment-là, en effet, vous nous appelez ou vous appelez quelqu'un de compétent pour poser le cathéter intra-osseux. Chez une petite comme ça de 8 mois, 7 kg, en général, on posera un bleu au niveau de la tubérosité tibiale antérieure, face interne, la plupart du temps sans visseuse associée, comme pour ceux qui l'ont déjà réalisé, un myélogramme dans la tubérosité tibiale antérieure. Si on n'a pas de signe de sévérité, donc typiquement chez un enfant qui a une déshydratation qui est modérée, alors on peut essayer bien évidemment du SRO, mais lorsque la déshydratation est modérée, on peut essayer de passer aussi avec une sonde nasogastrique.
sonde nasogastrique qui nous permettra d'administrer du SRO par voie entérale à la posologie, donc de 75 ml kg en général sur quelques heures, sur 4 à 6 heures. Donc moi ce que je vous recommande c'est soit l'enfant il peut prendre du SRO par voie orale, c'est en général bon signe, on voit que l'enfant n'est pas si sévère que ça et on peut tenter la sonde nasogastrique, et sinon on met en place un cathé intraosseux. Dans tous les cas, gardez en tête que le cathé intraosseux, c'est pas une solution à moyen terme, hein. Vous allez le garder, alors on dit 48 heures, mais c'est plutôt 24 heures en général. Donc c'est soit l'enfant se retape très très vite et vous pouvez passer par voie orale, soit c'est pas le cas, il faudra envisager d'autres choses et notamment un transfert en réanimation. Donc chez cet enfant finalement une VVP est posée, puis vous avez un premier bilan qui arrive avec des gaz du sang veineux qui vous retrouvent cette acidose métabolique à 7,20 de pH. Donc je vous réfère au signe de sévérité, mais en dessous de 7,20 et même lorsque c'est égal à 7,20, c'est un signe de gravité en soi. Vous voyez que vous avez aussi donc une natrémie normale et une kaliémie qui est déjà basse, à 2,2 mmol par litre. Le TROD choléra est négatif, mais vu le tableau clinique, vous saviez déjà que c'était peu probable. Et finalement, donc vous avez également des arguments épidémiologiques, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais lorsqu'on est plus en phase épidémique ou lorsque le patient vient d'un quartier dans lequel l'épidémie de choléra ne sévit pas, vous avez un diagnostic probabiliste de choléra qui devient beaucoup plus faible. Et puis vous avez le reste du bilan qui arrivera un peu plus tard avec une créatinémie qui est finalement globalement normale, 35 micromoles par litre. Attention hein, chez l'enfant, là aussi il y a des ABAC et des créatinémies basses ou pseudo-normales ne sont pas toujours normales. Donc par exemple chez cet enfant une créate à 60, ça serait déjà une insuffisance rénale aiguë avec un doublement de la créate qui serait déjà inquiétant. Vous avez peu ou pas de syndrome inflammatoire biologique par ailleurs avec une CRP à 16 mg par litre et des leucos à 10,4 j'ai mis grammes par décilitre, mais c'est une erreur bien évidemment, c'est 10,4 giga par litre. La PCR dans les selles vous retrouve un Escherichia coli entéro-adhérent et un Campylobacter à 18 CT. Qu'est-ce que vous faites donc à ce moment-là? Quel diagnostic retenez-vous? Donc première question à vous poser, hein, et même quand vous êtes infirmier c'est pareil, c'est est-ce que c'est grave, hein? Est-ce que c'est grave? Là oui c'est grave, on a des signes de sévérité à la fois cliniques, donc on a une perte de poids de plus de 10%, on a une polypnée et puis on a une altération de la vigilance. Et la biologie vous confirme bien hein, que si on est face à une gastroentérite ou du choléra, mais là le choléra a été plutôt infirmé, on a une gravité avec une acidose métabolique qui est plutôt sévère, avec un pH inférieur à 7,20. Donc quelle va être la prise en charge? La prise en charge, vous devez notamment la connaître par cœur. Le patient a été perfusé. À ce moment-là, vous pouvez donc appeler le réanimateur et vous allez avoir une stratégie de réhydratation agressive. Retenez s'il vous plaît qu'on est toujours à la bourre sur nos stratégies de réhydratation. Donc il vaut mieux hydrater plus que moins. Et chez un enfant, a fortiori avec une fonction rénale normale, vous ne risquez quasi rien à l'hyperhydrater sur les premières heures. D'accord? Donc vous êtes toujours en retard, retenez-le. Ce qu'on va faire chez cet enfant qui présente donc des critères de gravité, c'est une expansion volémique, ce qu'on appelle aussi un remplissage vasculaire, avec une réhydratation intensive selon les protocoles de 30 plus 70 ou 20 plus 80. En tout cas, c'est 100 ml kg sur les 4 premières heures, 4 à 6 premières heures, ce qui fait 10% du poids corporel que vous allez passer sur les 6 premières heures. Donc chez lui, 20 ml kg, ça fait 140 ml. Et vous allez poursuivre avec du 80 ml kg sur 6 heures, c'est 560 ml que vous allez prescrire correctement sur votre feuille de prescription. Vous n'oublierez pas non plus, et jamais s'il vous plaît, de prescrire en même temps une compensation perte pour perte, c'est-à-dire donc du 10 ml kg sans dépasser de 150 ml. Pour cet enfant, c'est 70 ml, donc à chaque épisode digestif, selle et ou vomissement. Et ensuite, les infirmiers s'autonomisent, c'est-à-dire que lorsque l'infirmier constate que la patiente a vomi ou a eu un épisode de diarrhée, il y a 70 ml qui sont naturellement compensés. Bien évidemment, l'infirmier va vous en informer, mais il est autonome parce que vous avez anticipé la prescription. Et bien sûr, le SRO, toujours, tout le temps, et là aussi c'est pareil, on n'en donne jamais assez, PEROS ou éventuellement par la sonde nasogastrique, si vous avez posé une sonde nasogastrique à votre patient. Pour les infirmiers, la pose de SNG, c'est quelque chose qui est relativement simple chez l'enfant. Donc vous la posez parfois en présence d'un médecin si vraiment vous êtes inquiet, et ensuite vous avez un contrôle qui se fait donc par une injection d'air à la seringue avec un contrôle donc au stéthoscope. Si vous avez le moindre doute, bien évidemment, vous réaliserez une radiographie. Je ne vous en ai pas parlé, mais à ce stade, on évoque plutôt un tableau de gastro-entérite aiguë bactérienne à Campylobacter. Il y a un Escherichia coli également, mais c'est le diagnostic que vous allez retenir. L'enfant est peu fébrile.
il a un tableau qui est plutôt un tableau de déshydratation et qui vous évoque pas d'autres diagnostics différentiels. Pour éventuellement prélever d'autres foyers, d'autres portes d'entrée infectieuses si vous le souhaitez. Alors à 38, c'est discutable, mais des hémocultures, un ECBU, vous pouvez éventuellement les réaliser. Sur la suite de la prise en charge, vous aurez des stratégies. Donc une stratégie d'alimentation, c'est d'abord un repos digestif pendant 6 heures. Bon, la question ne se pose pas sous la tente en général, hein, c'est plutôt après, mais la réalimentation se fait de manière précoce. Et vous allez compenser d'emblée le patient, la patiente en potassium. Pourquoi ? C'est ce que je vous ai dit sur les vidéos précédentes. Vous avez une hypokaliémie qui est déjà profonde, hein, qui est à 2,2 mmol par litre, et chez une patiente qui présente en plus une acidose métabolique. Lorsque vous allez corriger l'acidose métabolique, il va y avoir un transfert de potassium dans la cellule qui va aggraver l'hypokaliémie déjà présente. Donc si à ce stade, vous ne commencez pas la compensation en potassium, ça va très mal se passer. Donc vous pouvez commencer bien évidemment la compensation Péros avec notamment des sirops de potassium. Je vous réfère aux posologies que vous avez dans les protocoles. Et également en IV, et là il va falloir la compenser en IV. Donc c'est 0,05 g par kilo sur 3 heures. Donc chez elle, ça fait 0,35 g qu'on arrondira donc à 0,4 g que vous passerez sur 3 heures. Et retenez donc que chaque gramme de potassium se passe dans 250 ml de Ringer lactate. Donc là, vous avez juste à faire un produit en croix pour savoir que vous allez le passer dans 100 ml de Ringer. Sur pompe, bien évidemment, ce qui vous fera une vitesse de 33 ml par heure. Et ça va très bien se passer et vous allez recontrôler le bilan, bien évidemment, avec un gaz du sang veineux que vous pouvez recontrôler 4 heures après ou éventuellement un tout petit peu plus tard. En tout cas, bien évidemment que dans les 12 heures, il y aura un recontrôle biologique. Et la compensation en sodium, il faut savoir également y penser dans le cadre des gastro-entérites aiguës. Donc là, il n'y a pas besoin ici puisque la natrémie est normale. Mais si vous avez une hyponatrémie, notamment inférieure à 125 mmol par litre, il faut compenser le patient donc en sodium avec la formule que je vous donne ici et que vous avez également dans les protocoles, je vous y réfère. La question que les médecins se posent souvent, allez-vous mettre en place une antibiothérapie dans ce cadre ? Alors vous avez un tableau qui est très clair dans le cadre des gastro-entérites aiguës, bactériennes ou parasitaires, notamment chez l'enfant. On recommande nous un traitement donc sur les principaux germes que vous allez rencontrer dans le cadre des shigelloses et également du campylobacter. Vous allez rencontrer de temps en temps des giardia, parfois des Clostridium difficile, de manière exceptionnelle des amibiases. Donc pour ces 3 dernières, c'est le flagile qui est recommandé. Pour les shigelloses et les infections à campylobacter, si vous n'avez pas de signe de sévérité, l'azithromycine est recommandée en première intention à 20 mg kg par jour en une prise. Donc c'est plutôt simple. Si vous avez des signes de sévérité, c'est une C3G qu'on va mettre en place. L'autre indication de la C3G, bien évidemment, c'est la fièvre typhoïde dont on reparlera tout à l'heure. Donc ici, dans le cas d'une infection à campylobacter, on a rarement donc, des gastro-entérites bactériennes sévères à campylobacter. Hein, c'est responsable de déshydratation et donc l'antibiothérapie n'a pas un intérêt majeur lorsqu'on la met en place. Et ici, ce sera le cas. On mettra en place de l'azithromycine. Je vous remets cette diapo de physiopathologie pour vous dire que dans le cadre donc, justement des gastro-entérites et notamment donc, de l'enfant, vous avez des pathologies qui sont des pathologies plutôt fonctionnelles. Le choléra en fait partie. Hein. Le choléra qui est une toxi-infection, mais qui ne va pas léser la barrière intestinale, avec finalement en fait, la diarrhée qui sera responsable de la sévérité du tableau. Donc là, le plus important, c'est de réhydrater les patients. Il n'y a pas de lésion de la muqueuse, donc en général, il n'y a pas de fièvre élevée, il n'y a pas de glaire ni de sang. Et l'antibiothérapie, comme dans le cadre du campylobacter que vous voyez ici, ne vise qu'à diminuer la durée des symptômes, et notamment la durée de la diarrhée. Dans le cadre des infections entéro-invasives, comme c'est le cas par exemple dans les shigelloses, vous avez une lésion de la muqueuse intestinale avec souvent donc, des signes, ce qu'on appelle donc, non pas un syndrome cholériforme mais un syndrome dysentérique, avec de la fièvre qui est parfois élevée, avec des glaires et du sang dans les selles, lié notamment à une atteinte qui est plus colique que de l'intestin grêle. Et là, l'antibiothérapie peut avoir un intérêt, notamment dans le cadre des formes sévères, à viser vraiment antibactérienne. Okay, donc différencier vraiment les deux, syndrome cholériforme d'un côté, choléra et autres pathologies dont la gravité et l'intensité de la déshydratation, et les infections entéro-invasives, où là, l'antibiothérapie a vraiment un intérêt en termes antibactériens.
Donc je vous fais une petite aparté sur les tableaux neurodigestifs. Donc vous allez en rencontrer, c'est-à-dire chez les adultes, mais surtout chez les enfants, qui vont venir avec à la fois des troubles digestifs décrits par la famille, vomissements, diarrhée, syndrome colériforme ou dysentérique, parfois des formes un petit peu plus bâtardes, et qui vont venir avec une altération de leur état neurologique. Alors qu'est-ce que ça peut être? Donc tout d'abord, et c'est vraiment l'archétype, c'est le choléra, les troubles neurologiques sont liés à l'intensité, surtout la rapidité d'installation de la déshydratation. Donc tous les choléras sévères ont une altération de la vigilance, on l'a bien noté. Et ça peut parfois, lorsque vraiment la rapidité d'installation de la déshydratation est majeure, aboutir à des convulsions. Donc on voit des convulsions sans dysnatrémie majeure, liées justement à une espèce d'hypovolémie avec comme un désamorçage en fait au niveau neurologique. Attention aux autres troubles métaboliques et aux diagnostics différentiels, notamment au diabète, hein. L'acidocétose peut se révéler de cette manière, les hypoglycémies peuvent se révéler de cette manière, et également les dysnatrémies et notamment l'hyponatrémie. Donc là aussi c'est pareil, glycémie capillaire, cétonémie, et puis un bilan minimum est requis. Attention aux diagnostics différentiels bien évidemment, notamment toutes les infections neuroméningées, le neuropalu, toutes les pathologies un petit peu plus exotiques. Et en ce qui concerne les gastroentérites aiguës bactériennes, les shigelloses donnent des tableaux neurologiques bien plus volontiers que les autres causes, avec des neuroshigelloses, notamment des tableaux neuroméningés et parfois de convulsions. Donc sachez rechercher des shigelloses dans ce cadre. Et bien évidemment, on traitera par C3G au moindre doute, et notamment à dose neuroménagée. Autre cas clinique, celui d'un garçon de 10 ans qui fait 30 kg, il habite à Msapere, c'est une commune qui est au sud de Mamoudzou. Il est né aux Comores, il a peu de suivi médical. Il vit, vous voyez, dans des conditions de précarité assez importantes, puisqu'il vit dans une maison en tôle sans eau, mais avec de l'électricité. Donc ça, c'est très important de poser la question à Mayotte, hein, pour savoir notamment dans quelles conditions vivent les gens et si vous pouvez les renvoyer à la maison et que tout se passe bien. Chez ces gens qui n'ont pas d'eau, si vous les renvoyez en disant qu'il faut bien s'hydrater, vous comprenez bien que ça va forcément poser problème. Il vit dans une fratrie donc, de 4 enfants qui sont en bonne santé, et la maman elle travaille comme femme de ménage. Et elle vous l'amène puisque depuis 48 heures, il présente un tableau de céphalée et de douleur abdominale. Il a eu un épisode de vomissement, ce qui fait que l'accueil des urgences vous l'adresse en triage choléra GEA. Et quand vous le voyez, il est très fébrile, 39,3. Donc vous voyez déjà qu'on n'est pas dans le cadre d'un syndrome colériforme, hein. La fièvre est élevée, donc on va évoquer des diagnostics différentiels, avec une fréquence cardiaque qui vous paraît normale à 96 par minute, tension artérielle normale, fréquence respi normale, et puis il est somnolent avec un Glasgow à 14,15. L'abdomen est globalement souple lorsque vous posez la main dessus, il n'y a pas de syndrome méningé, et il a une glycémie capillaire normale. Le trot de choléra qui est rapidement fait est négatif, et vous attendez le résultat de la PCR multiplex dans les selles. Je vous laisse réfléchir un petit peu à quelles étiologies vous allez évoquer, quel bilan vous allez faire, et est-ce que vous gardez ou pas justement cet enfant en surveillance. Alors, toujours première question, est-ce que c'est grave? Vous voyez que finalement, il n'y a pas de signe de sévérité clinique. Il y a quand même un petit signe de sévérité qui est celui de se dire qu'il vit dans des conditions précaires. Ok, donc ça veut dire, bon, c'est pas, il ne faut pas appeler la réanimation, hein, mais il va falloir le garder à l'hôpital probablement pour le surveiller. Le bilan biologique que vous faites, et notamment les gaz du sang veineux, vous voyez, sont rassurants. Il n'y a pas d'acidose métabolique. Il y a une petite hyponatrémie qu'il faudra recontrôler sur le bilan normal. Et puis, vous voyez que finalement, la numération formule sanguine est normale. Il y a une petite leuconeutropénie, mais rien de bien affolant. Et ce qui est caché derrière ma tête est normal, sans gros syndrome inflammatoire biologique. La PCR multiplex vous est rendue avec 2 Escherichia coli qui vont ressortir, entéropathogènes et entéro-adhérents. Et là, la question, que faites-vous? Le patient il est perfusé avec une VVP, ça aurait pu être discuté, hein, pas obligatoire peut-être dans ce contexte. En tout cas là il a été perfusé et finalement devant donc, la fièvre élevée, l'absence de diagnostic évident, le colis dans les selles ça vous parle pas vraiment, notamment avec une fièvre aussi élevée. Et vous avez raison, on verra pourquoi. Et vous décidez d'hospitaliser le patient en unité gastro-entérite aiguë. Sur la stratégie de réhydratation, là aussi, pareil, toujours pareil, du SRO à la demande. En voulez-vous, en voilà, avec donc du SRO Péros et une compensation perte pour perte que vous allez là aussi prescrire en anticipation à l'infirmière qui, si vous ne l'avez pas prescrit, vous le réclamera. Et mettez-vous en route une antibiothérapie. Sur le prélèvement de sel que vous faites, finalement, les Escherichia coli, vous voyez, nous ne les traiterons pas. Donc, vous décidez de ne pas mettre en route d'antibiothérapie.
Alors, le problème chez cet enfant, et c'est le diagnostic qu'on aura retenu finalement à la fin, c'est qu'en ce moment, il y a une épidémie de fièvre typhoïde à Mayotte. Fièvre typhoïde qui donne volontiers donc des fièvres élevées avec des tableaux de céphalée, de douleurs abdominales, rarement des diarrhées, c'est plutôt de la constipation, mais il peut y avoir de la diarrhée, des vomissements, il peut y avoir des tableaux un petit peu trompeurs. En tout cas, en général, il y a quand même peu de diarrhée. Il y a des signes biologiques qui doivent vous alerter chez les patients atteints de fièvre typhoïde, notamment donc toutes les anomalies de la NUM, leuconeutropénie, thrombopénie, qui vous orientera également sur une possible leptospirose, et puis un gros syndrome inflammatoire biologique, alors pas forcément à la phase toute initiale, mais qui se démasque volontiers derrière avec des CRP qui s'élèvent. Surtout, le réflexe qu'il faut avoir, et notamment lorsque vous avez une fièvre qui est marquée, c'est de prélever des hémocultures, puisque souvent la PCR multiplex dans les selles est négative. Vous n'avez pas de salmonelle, parfois vous en avez, hein. Vous avez une PCR salmonella positive, mais ce n'est pas toujours le cas, et ce sont vraiment les hémocultures qui vont vous révéler donc la positivité de bacilles gram négatifs avec une salmonella, typhi ou paratyphi qui sera identifiée. Le traitement de la fièvre typhoïde, c'est un traitement intraveineux la plupart du temps lorsqu'on a des signes de sévérité. On peut éventuellement faire de l'azithromycine lorsqu'on n'a pas de signe de sévérité, c'est l'attitude qu'on aura en général. Donc chez cet enfant, ça se discutait par exemple, mais comme il avait une VVP, on l'aura traité par C3G intraveineuse, c'est de la ceftriaxone, roséfine, 75 mg kg jour en une prise, max 4 grammes pendant 3 à 5 jours. Je vous ai mis la photo de Typhoid Mary je vous conseille de lire un petit peu son histoire, puisque c'était donc une porteuse saine de Salmonella typhi aux États-Unis au début du XXe siècle qui a contaminé, qui a contaminé beaucoup de personnes. Puis les gens mouraient de fièvre typhoïde, notamment il y a quelques années, par défaut d'antibiothérapie. Aujourd'hui, on a moyen de traiter les gens. Donc pensez-y, fièvre élevée, tableau atypique, notamment avec des signes biologiques, gros syndrome inflammatoire. Pensez à la fièvre typhoïde, prélevez des hémocs et traitez-les. Dans tous les cas, vous voyez que la C3G par voie intraveineuse sera notre antibiothérapie de référence par voie systémique, au moindre doute, et elle permettra également de couvrir d'autres pathologies, et notamment des sepsis à d'autres portes d'entrée. Dernier cas, celui d'une femme de 36 ans, 57 kilos, qui a peu d'antécédents. Elle a une grossesse aux Comores, une en France il y a pas longtemps. Elle n'a pas voyagé depuis, hein, avec un tableau de prééclampsie. Et il y a un retard de règles. Elle vient non pas pour ce retard de règles, mais parce que elle est fébrile, avec une altération de l'état général qui évolue depuis 5 jours. Elle a vomi 2 fois, elle a eu un épisode de diarrhée. Quand vous la voyez, il y a une fébricule qui traîne à 38,2, avec des constantes vitales qui vous révèlent une tachycardie, une hypotension artérielle. Le reste est globalement normal et vous notez, en fait l'examen est assez pauvre, sans porte d'entrée infectieuse. Il y a un cadre colique qui est un petit peu douloureux à la palpation, mais sans défense ni contracture, ce qui vous rassure plus ou moins. Le TROD Vibrio cholerae est négatif, avec une PCR dans les selles qui est finalement négative pour l'ensemble des germes. Et vous avez donc un ECBU qui est réalisé, la bandette était négative, sans leucocyturie. Et les hémocultures sont prélevées et sont en cours. Je vous laisse réfléchir sur la suite à donner. Les gaz du sang veineux qu'on adore seront réalisés et vous retrouvez finalement un bilan normal, si ce n'est une hyperlactatémie à 3,7 mmol par litre. Donc je vous encourage d'emblée, lorsqu'on passe à travers sur des situations cliniques, à vous fier au lactate qui est un bon signe de sévérité. Lorsqu'il est supérieur à 2 mmol par litre, il faut toujours se reposer la question de la sévérité et d'un truc qu'on aurait loupé. Donc avant là, de vous parler du bilan que j'ai exposé ici, sachez qu'à ce stade, la patiente présente déjà un sepsis. C'est-à-dire qu'elle est hypotendue, elle a une polypnée et elle a une petite altération de la vigilance qui n'est certes pas majeure mais qui est présente dans le cadre d'une infection probable. Ça s'appelle un sepsis, c'est grave et il faut d'emblée penser à mettre en route une antibiothérapie et aller traquer l'infection. Donc là, le bilan biologique que je vous expose va aussi vous alerter. Donc déjà, elle est enceinte. Donc il y aura un avis gynécologique qui sera pris, l'utérus, pas d'embryon visible, donc l'écho sera recontrôlé dans 48 heures pour savoir si la grossesse est intra ou extra-utérine. Et le bilan biologique retrouve donc un syndrome inflammatoire qui est marqué, hein, vous voyez que la CRP est élevée à 330 mg par litre. Puis vous avez des anomalies qui doivent vous alerter, notamment une insuffisance rénale aiguë, avec une créatinémie à 198 micromol par litre, et une perturbation du bilan hépatique avec une cytolyse qui prédomine sur les azates, et une discrète hyperbilirubinémie qui n'est cependant pas majeure. Et sur le bilan, il y a une thrombopénie associée.
Donc tout ce tableau, hein, atteinte donc sepsis, avec une thrombopénie et puis une atteinte hépatorénale avec un gros syndrome inflammatoire doit vous faire évoquer notamment un diagnostic. Il ne faut pas oublier les autres, mais il y a un diagnostic à évoquer en priorité. Je vous laisse y réfléchir. Donc sans se laisser piéger par le diagnostic à évoquer, c'est votre rôle et c'est le plus important, c'est de prendre en charge en urgence les patients lorsqu'ils en ont besoin. Donc comme je vous ai dit, est-ce que c'est grave? Oui, la patiente présente ce qu'on appelle un sepsis, qui est un état septique sévère, hein, une infection sévère, responsable chez elle d'une hypotension et d'une probable défaillance hémodynamique débutante. Et le traitement d'urgence, c'est là aussi d'avoir une voie pour débuter une expansion volémique, 20 ml kg, 30 ml kg, vous pouvez le faire aussi. Donc chez elle, ça correspond à 1,2 litre en débit libre, hein, ce qui est beaucoup. Et mettre en route une antibiothérapie d'urgence. Laquelle? Je vous pose la question, je vous laisse y réfléchir. À Mayotte, il faut penser comme ailleurs à un sepsis bactérien classique, hein. La patiente, elle peut présenter une infection urinaire grave. Donc là, le CBU était négatif, donc c'est plutôt en défaveur. Elle peut présenter une infection grave avec un autre point de départ, notamment digestif, pulmonaire, neuroméningé, etc. Donc ça, il va falloir l'examiner, faire les examens à la recherche de la porte d'entrée infectieuse en fonction de vos hypothèses. Pensez également à un paludisme. Donc chez elle, c'est pas très approprié, comme je vous le disais au début, puisqu'elle n'a pas voyagé. Et finalement, son passage des Comores à Mayotte s'est fait il y a quelques années, donc c'est pas très évocateur. Évoquer également les arboviroses, donc notamment une dengue, donc qui est ici l'arbovirose qu'on va rencontrer, en général avec des syndromes algo-éruptifs. Donc attention, les éruptions cutanées, les exanthèmes sur peau noire, on les voit pas ou très très mal. Donc souvent, il y a un syndrome algique associé avec un syndrome grippal, des céphalées, des douleurs rétro-orbitaires et des myalgies, des arthralgies. Mais la dengue peut présenter une forme, dans ses formes graves, on peut avoir des atteintes avec des fuites capillaires et des hypotensions artérielles. Donc il faut savoir l'évoquer même si on n'a pas de traitement spécifique. Et enfin, et c'est le diagnostic qu'il faut évoquer dans le cadre d'un sepsis avec, à Mayotte notamment, hein, c'est ce genre de présentation, un sepsis avec une atteinte hépatorénale, a fortiori avec une thrombopénie marquée, la leptospirose est de loin le diagnostic à privilégier. Dans tous les cas, pour l'antibiothérapie de référence, c'est une C3G. La C3G qui vous permettra de couvrir à peu près toutes les portes d'entrée principales, hein, notamment les urosepsis chez les patients jeunes, également une fièvre typhoïde éventuelle et bien évidemment une leptospirose puisque c'est le traitement indiqué donc en première intention. Donc vous allez mettre en place la C3G que vous voulez et bien évidemment dans ce contexte-là, il aura fallu appeler la réanimation, mais je pense que vous y avez déjà pensé. Petite digression avant de conclure, attention, hein, donc chez ces patients en général on a recours à des imageries pour aller rechercher des foyers infectieux profonds, notamment lorsqu'ils sont graves. Ne vous faites pas piéger, hein. Dans le cadre de la leptospirose, on a vu des tableaux, en tout cas scanographiques, de néphrite, de colite. Ça ne veut pas dire qu'il y a une colite bactérienne, qu'il y a une pyélonéphrite aiguë bactérienne classique. Ça peut être totalement de la leptospirose. Bien évidemment, il faut couvrir une bactérie potentiellement responsable. Mais ça ne vous écarte pas le diagnostic de leptospirose. Merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous vous en posez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, donc juliencarvelli@gmail.com. Je vous laisse par ailleurs lire sur ce qui vous intéresse, donc la leptospirose, la fièvre typhoïde, les shigelloses. Voilà, ce cours vise à balayer un petit peu tout ce que vous pouvez voir, mais ne parle pas de tout dans le détail. Ensuite, ça reste du travail personnel que je vous encourage à faire. En tout cas, on est là et je suis là pour répondre à vos questions.